Le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Dieki. Ce JDA sera consacré essentiellement à la situation au Mali, et notamment au nord du Mali. Quelles sont les racines du conflit qui enflamme cette partie du Mali? Quelle est la genèse de la rébellion Touareg au Mali? Quelles sont les conséquences de cette crise pour la sous-région? Existe-t-il un risque de propagation de la rébellion Touareg dans les pays voisins comme le Niger et l'Algérie? Que veulent les Touaregs? Une simple reconnaissance ou une réelle indépendance? Et surtout, quelles sont les solutions de pistes envisagées donc pour la résolution de cette crise? Vous nous appelez au 01 55 07 58 00, c'est en direct, et pour vous qui appelez d'étrangers, 00 33 1 55 07 58 00. D'accord, pas d'accord? Participez au JDA pour faire bouger les choses. Oui, bonjour amis du JDA. Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et bonjour Richard, bonjour Eugénie. Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique. Pierre Boilet, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner dans ce JDA. Alors, vous êtes professeur, historien, directeur du CEMAF. C'est le Centre d'études du monde africain. À l'université des mondes africains. Oui, il y en a plusieurs. Absolument. Voilà, donc à l'université Paris 1. Alors, nous allons parler du Mali. Je vous propose d'écouter plusieurs auditeurs afin qu'on se fasse une opinion. D'abord, cet auditeur qui nous explique, à son avis, la raison de ce conflit au Mali. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Oui, Jim Djonga pour le Mali, pour soutenir le Mali. Et donc, cette agression que subit le Mali est injuste, est injustifiée. C'est un pays qui a fait énormément d'efforts avec peu de moyens pour mettre en place des infrastructures qui commencent à produire un peu leur effet aujourd'hui. Et il y a une lecture sous-jacente qu'on peut faire qui consiste au fait qu'au Mali, on a trouvé du pétrole, ce qui n'étonne pas. On a trouvé du pétrole qui a des enjeux stratégico-économiques qui se jouent de manière très forte. Et donc, aujourd'hui, les responsables de cette agression, on les connaît. Ça vient de France, avec Nicolas Sarkozy. Et principalement, il y a un des éléments qu'on peut nous avancer pour expliquer ce soutien qu'il donne aux Touaregs, au-delà de ce que Bernard Kouchner a déclaré, c'est le Mali a refusé que la France construise une base militaire dans le Sahara malien. 2. La construction d'un site de renseignement et de écoute dans cette région de Kidal, pour surveiller un peu le Sahara. Et 3. Le Mali a dit non à l'accord de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur de la France, je crois que c'était en 2003 ou 2004, qui consistait à signer pour nous reconnaître les étrangers sans papier originaires de son pays et qu'on les refoule. Le Mali a mis en avant des raisons économiques louables, qui sont que c'est un pays d'immigration, un pays où les gens voyagent, et ces gens-là, en voyageant, ils aident le pays. Plus que toute aide économique autre. 01 55 07 58 05 ou 0033 1 55 07 58 05 si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs. Alors Pierre Boilet, cet auditeur a-t-il donné les bonnes raisons de ce conflit qui enflamme aujourd'hui le nord du Mali? Bien, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans ce qui vient d'être dit. Alors, ça a commencé, donc cette intervention a commencé par le fait que le Mali a fait beaucoup d'efforts pour le Nord, et c'est vrai, je pense là qu'il y a eu un investissement, mais on y reviendra certainement. Je pense que cet investissement n'a pas été suffisant, et surtout il y a eu un certain nombre de choses qui ont un peu dérapé. Maintenant, le pétrole trouvé dans la région, je sais de sources absolument sûres qu'il y a eu des forages qui ont été faits, donc 2 forages, si je me souviens bien. Il y a un immense bassin sédimentaire qui recouvre le nord du Mali, qui va jusqu'en Mauritanie, mais pour le moment, il n'y a absolument pas de pétrole qui a été trouvé. On suppose qu'il y en a, mais ça n'a absolument pas été trouvé. Donc on ne peut pas considérer que la France veut récupérer du pétrole dans la région, dans la mesure où on ne sait pas. Alors, je note aussi une espèce d'amalgame permanent. J'avais écrit d'ailleurs un article sur le complot français au Sahara qui traîne beaucoup dans les têtes du Sahel, à partir du moment où reste le souvenir de l'Organisation commune des régions sahariennes, l'OCRS, qui avait été une espèce de
mise en place de fabrication administrative française en 57, mais ça n'a jamais vraiment marché. Donc je vois mal en quoi la France vient agresser le Mali. Au contraire, je pense qu'il y a, d'ailleurs, je cherche pas à défendre particulièrement la France, mais de fait, il y a eu quand même des déclarations qui montrent bien que la France appelle plutôt au calme. Une base militaire dans le Sahara malien, je pense pas que ça a été réclamé, et la confusion avec les sans-papiers, évidemment, est facile à faire, mais je crois que ça n'a pas grand rapport. Non, je pense qu'il faut être beaucoup plus sérieux. On est dans une situation là qui est grave et difficile pour le Mali et pour toute la région, et je pense qu'il est important de mieux connaître les racines de l'affaire et les raisons réelles, plutôt que faire des amalgames qui sont compliqués et qui risquent d'échauffer les esprits. Quelles sont les véritables racines de ce conflit? Écoutez, moi je pense que d'abord c'est un conflit qu'on ne peut comprendre que si, je suis historien évidemment, c'est plus facile pour moi de le dire, mais que si on ne remonte pas très très loin. La région nord du Mali faisait partie de la région nord de l'ex-Soudan français colonisé par la France, et dès cette époque en fait elle a été marginalisée, puisque le statut, la situation qui a été faite au nord du Mali était plus une administration indirecte française qu'autre chose, et cette région n'a pas suivi les grandes évolutions du Sud, notamment en termes de scolarisation, etc. Donc, dès la décolonisation, on s'est bien rendu compte que c'était une région qui ne participait pas vraiment à la vie du Mali, et qui n'a pas bien compris la façon dont l'administration malienne s'est installée, ce qui fait que dès 1963-64, il y a eu une première rébellion qui a abouti en fait à une répression assez violente de la part de l'armée malienne et des dérapages. Ensuite, c'est une région qui a connu deux grandes séries de sécheresses dans les années 70 et 80, ce qui a abouti donc à l'exil de beaucoup, de centaines en fait, de jeunes Touaregs, Maures et autres ressortissants de la région, qui ont été trouver du travail en Algérie, en Libye, et qui à l'occasion aussi ont été recrutés dans l'armée libyenne. Et c'est dans ces casernes, dans ces camps libyens que s'est organisé clandestinement par rapport à la Libye, ça il faut le souligner aussi, la Libye ne soutenait pas cette affaire, un mouvement donc qui a abouti à la seconde rébellion de 1990, qui elle-même s'est résolue par des accords, notamment le pacte national, qui allait tout à fait dans le bon sens et qui a trouvé quand même beaucoup d'applications, puisque des milliers d'ex-rebelles ont été intégrés dans l'armée malienne, dans les douanes, dans la police et dans les corps en uniforme de l'État, qu'il y a eu un début de développement, mais néanmoins on peut dire qu'effectivement depuis quelques années il y a eu des insuffisances, ce programme n'a pas été poursuivi, l'autonomie a été donc noyée dans une décentralisation qui accordait quand même malgré tout un certain pouvoir de décision aux gens du Nord, mais qui en demandait peut-être plus, et la méfiance s'est estompée, mais insuffisamment. Donc il y a eu des insuffisances de l'État. À ça, il faut ajouter donc la présence d'AQMI qui n'a pas du tout été combattue par l'État malien, les réseaux de drogue, le développement en panne, les routes, par exemple. La région est enclavée, elle l'a toujours été. On a beaucoup parlé de routes, de bitumées, donc les pistes qui pouvaient amener donc à Kidal ou au nord du Mali. Ça n'a toujours pas été fait. Et pourtant, c'était prévu très en amont, c'était encore évoqué lors des accords d'Alger de 2006, et donc il est net qu'il y a eu quand même des insuffisances de l'État. Alors, je vous ai laissé vous exprimer afin qu'on puisse bien comprendre les racines du conflit, même si vous dites que la France n'est pas impliquée, mais il y a quand même une responsabilité de la France. Hein. Vous parliez de cette France qui a délaissé cette région pendant la colonisation. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a aussi tout récemment le conflit en Libye, après la mort de Kadhafi. Alors ces Touaregs et d'autres populations qui ont participé au conflit sont rentrés dans leurs pays respectifs avec des armes. Donc ça a contribué à aggraver la situation dans cette sous-région. Oui, évidemment, je pense qu'il y a des responsabilités de la France. Bon, je les ai évoquées très clairement au niveau colonial. D'ailleurs, les administrateurs coloniaux de l'époque, dans les années 60, évoquaient des bombes à retardement. Donc vous voyez qu'il y a évidemment... Bon, mais alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Aurait-il fallu couper donc les régions sahariennes du Niger, du Mali, de la Mauritanie, de l'Algérie, comme ça avait été prévu, pour en faire des pays à part? En tout cas, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Je ne sais pas si ça aurait été positif
ou non. L'histoire ne s'est pas passée comme ça, et entre autres parce qu'il y a eu des réactions, à juste titre, à l'époque par exemple de Modibo Keïta, à l'Assemblée de l'Union française, qui disait qu'il était hors de question évidemment de couper les parties sahariennes du Soudan français qui allait devenir le Mali. Bon, donc de fait, ces responsabilités existent en termes de traitement fait à ces régions. Ce sont des responsabilités indirectes. Dans le cas de la Libye, on peut évoquer effectivement la responsabilité française dans l'attaque du régime de Kadhafi. Néanmoins, le fait que des Touaregs sont rentrés avec des armes, etc., n'est pas une volonté française immédiate, même si les responsabilités peuvent exister de façon indirecte. Alors que veulent ces Touaregs? Une simple reconnaissance ou une réelle indépendance? Écoutez, pour le moment, en tout cas, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, revendique une autodétermination de la région nord et donc, a priori, une indépendance. En même temps, l'autodétermination ne veut pas dire indépendance, ça veut dire en fait consultation des gens du Nord, avec donc toutes les composantes de ce Nord qui sont à la fois Touareg, Songhai, Peul, etc. Et donc l'organisation d'un référendum de détermination ne veut pas forcément dire, laissons la démocratie parler, ne veut pas forcément dire que cela aboutisse à l'indépendance. Néanmoins, c'est sur cette base que veut donc négocier le MNLA, qui a pour but a priori l'indépendance. Je pense que si effectivement un référendum était fait ou si simplement il y avait des négociations, cela pourrait aussi aboutir à une autonomie renforcée du Nord qui pourrait peut-être aussi satisfaire les gens, mais je ne suis pas à la place du MNLA, bien sûr. Alors les revendications du MNLA sont des revendications assez musclées. Est-ce que dans ces conditions on peut discuter quelles sont les pistes de solutions? On sait que la France, par la voix du secrétaire d'État de la coopération, invite le gouvernement malien et les insurgés à des négociations, mais à ce stade, est-ce qu'il est encore possible de négocier puisqu'il y a eu les accords d'Alger? Bien, en fait, je pense qu'il est toujours possible de négocier, mais c'est vrai qu'actuellement, nous ne sommes pas dans une situation simple pour négocier, dans la mesure où la guerre continue, où l'armée malienne s'affronte aux rebelles du MNLA. Je crois que là, on n'est pas réellement dans une bonne situation pour négocier. Bon, néanmoins, espérer que les discussions commencent. Elles ont commencé d'ailleurs à Alger, mais elles ont été rejetées parce qu'il n'y avait qu'une partie, simplement des rebelles et qui n'étaient pas reconnus par le MNLA. Et donc, de fait, ces négociations et ces conversations ont été bien avenues. Bon, on peut espérer que les choses se fassent. Pour le moment, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait dans une situation très nette. D'abord, militairement, on peut considérer que le MNLA a remporté un certain nombre de victoires, mais il ne tient pas non plus forcément l'ensemble de la région, qui est très très vaste. Donc peut-être qu'il faut attendre encore un tout petit peu. Moi, j'espère personnellement que des discussions puissent se faire, parce que là, actuellement, la situation est assez dramatique pour la plupart des populations locales et pour le devenir du Mali et de la région. Alors oui, on a bien constaté que le Mali se trouve face à un adversaire impitoyable et on comprend la colère des Maliens. Alors nous allons accueillir notre deuxième invité, Moussa Doucouré. J'espère que vous êtes là. Bonjour Moussa Doucouré. Bonjour. Vous êtes président des Maliens de Montreuil. Comment cette situation est vécue par les Maliens de la diaspora en France? Bon. Avant de vous dire la position de la diaspora malienne de France dans cette affaire, ça c'est ma deuxième émission dans votre antenne. Il me semble qu'il y a eu trop de confusion par rapport les Touaregs et par rapport à la rébellion. Alors, ce que je tiens à préciser, parce que nous les Maliens de France, nous ne considérons pas cette attaque dans notre territoire comme une attaque de Touaregs, mais plutôt c'est une attaque des bandits et des rebelles. Comme vous le savez très bien, parce que dans le nord du Mali, il n'y a pas que les Touaregs, il y a les Souareg, il y a les Bambara, il y a les Bozo dans cette région du Mali. Et c'est un territoire de 300 à 400 km². Et comment voulez-vous que ces rebelles revendiquent une autonomie ou une indépendance? Parce que jusqu'aux preuves de contraire, ce que nous n'avons pas compris, est-ce qu'ils veulent réellement une autonomie, autodétermination, ou ils veulent réellement une indépendance?
Alors, ça, c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Alors, dites-moi, Moussa Doucouré, sans vous interrompre, ces bandits, comment ils cohabitent avec les Touaregs? Donc, si on vous comprend bien, les Touaregs sont derrière un mouvement, le MNLA, et puis il y a les bandits à côté. Comment ils cohabitent et finalement, avec qui négocie-t-on? Bon, depuis très longtemps, donc, il y a MNLA, il y a MPLA, il y a d'autres structures qui réclament la défense des territoires du Nord, mais les cohabitations entre les populations du Nord et effectivement et les autres populations négro-maliennes, si on peut qualifier comme ça, souvent ça se passe un très bon terme. Alors, ce qu'il y a, nous, les Maliens de France, parce que moi-même, je me suis entretenu avec un certain nombre de Touaregs qui condamnent cette pratique de barbarie, de tuer les populations civiles et d'attaquer l'armée malienne. Ces Touaregs condamnent comme tout autre Malien. Qui tue les populations civiles et certains membres de l'armée, ce sont les Touaregs ou alors ces populations négro-maliennes, comme vous dites? Il y a les deux. Parce que dans les populations civiles, il y a les Touaregs qui sont morts. On ne sait pas ils sont morts par qui. Il y a les populations négro-maliennes qui se sont aussi morts. On ne sait pas avec qui ils étaient égorgés. Mais ce qui me semble important aujourd'hui, c'est l'unité de la population malienne. C'est l'unité de les gens du Nord autour des civils, autour des villages et autour des forces armées maliennes. Alors, cela était la position de la communauté malienne de France. Nous, notre position était claire. Nous condamnons tous ceux qui perpétuent les crimes dans notre territoire et nous sommes solidaires avec l'armée malienne. Et raison pour laquelle nous sommes en train d'envisager une récolte des matériels, c'est-à-dire les matériels médicaux, les matériels de nourriture et les vêtements, pour venir en aide à ces populations, y compris les Touaregs. Parce que, pour nous, un Touareg ou un autre Malien, on est tous des Maliens. Mais ce qui me semble important dans cette histoire, parce que l'opinion internationale ou l'opinion publique essayait de minimiser cette affaire qui est une affaire grave, et parce que depuis au retour de ces répatriés maliens à la Libye, et moi, je peux dire quelque part, c'est vrai, certes, le gouvernement malien n'a pas mesuré les conséquences des retours de ces Maliens de la Libye, mais ces Maliens de la Libye, il y avait 8000 Maliens qui étaient dans l'armée de Kadhafi. Moi, je ne pourrais même pas dire que c'est des Touaregs seulement. Et ces 8000 Maliens, c'est des mercenaires, comme je vous ai dit dans votre antenne la dernière fois. Et cette même mercenaire aujourd'hui, qui s'est formé en auto-armée, qui est en train d'attaquer les populations, qui est en train d'attaquer les forces armées maliennes. Alors, ce que nous demandons, en tout cas, l'Union africaine ou à l'Union européenne, est de prendre une mesure ferme, parce que le Mali est un pays souverain. Mais économiquement, souvent, quand on est en distance et quand on n'a pas les réalités sur le terrain, on condamne ceux qui ont raison, on donne tort ceux qui ont raison, on donne raison ceux qui ont tort. Pour moi, aujourd'hui, ces rebelles, ils sont tort, parce qu'ils sont en train d'attaquer les patries, et c'est l'ennemi des peuples. Voilà ce que nous considérons aujourd'hui, en tout cas, la communauté malienne de France. Et cette attitude, en tout cas, nous ne partageons pas avec nos amis, quels que soient qui sont pour cette pratique. Mais, en tout cas, nous demandons la calme à la population malienne, nous demandons la calme et tous ceux qui ont aujourd'hui, qui sont perdus leurs proches, parce que ceux qui sont morts pour les Maliens, en tout cas, ils sont morts pour les patries, et je pense qu'ils n'ont pas perdu, quelque part. Pierre Boilet, alors, Moussa Doucouré vient de dire que la situation est grave et on le sait, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et face à cette situation, face à l'adversité, on peut dire que ATT a fait preuve d'un flegme qu'on lui reproche en fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Écoutez, d'abord, je peux réagir un tout petit peu à ce qui vient d'être dit. Bon, je suis très globalement d'accord sur l'humanisme de Monsieur Doucouré, et il a bien raison. Néanmoins, il y a 2-3 petites choses sur lesquelles on peut réagir. Je ne crois pas d'abord qu'il soit très bon de parler de bandits, parce que ça c'est quelque chose qui a toujours été évoqué chaque fois qu'il y a une rébellion, et quel que soit l'endroit dans le monde où ça a été fait. On a affaire à un soulèvement qui est politique. Je ne crois pas que ça amène grand chose de traiter les gens de bandits, et d'accuser de tuer des populations civiles. Pour le moment, je crois que c'est assez difficile, à la fois de la part de Monsieur Doucouré et de moi, de pouvoir dire si vraiment des populations civiles ont été tuées, mais a priori, je ne le pense pas. Bon, maintenant, le gouvernement malien, dit-il, n'a pas mesuré les conséquences du retour des éléments rentrés de Libye, et je crois que là, il a entièrement raison. Le Niger voisin, lui, a fait beaucoup plus de choses, et de fait, il se passe moins de problèmes. Quant à demander de prendre des mesures fermes à l'Union africaine ou à l'Europe, certes, ça peut aider, mais on se demande aussi pourquoi le gouvernement malien, vous parlez du flegme d'ATT, je pense que ce flegme lui a été quand même extrêmement reproché, notamment dans la lutte contre AQMI. Oui. Le Mali n'a absolument rien fait depuis l'installation d'abord du GSPC et ensuite de sa transformation en Al-Qaïda au Maghreb islamique. Là, je pense que c'est une erreur grave, c'est une faute, parce que de fait, on voit surgir là, à la faveur du soulèvement du Nord, des avions de combat, des hélicoptères, des armes lourdes, etc. Or, le Mali a toujours dit qu'il n'avait pas les moyens d'attaquer AQMI, ce qui montre bien que là, il y avait quand même un paradoxe, en tout cas une contradiction. Je pense que si le gouvernement malien s'était mis, avec l'aide des pays rassemblés dans le CEMOC, à vraiment attaquer AQMI comme ça a été fait notamment par la Mauritanie, les choses déjà seraient beaucoup plus sûres, beaucoup plus calmes, etc. Donc je crois quand même que, et d'ailleurs quand on lit la presse malienne, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des accusations qui sont portées assez gravement par les gens du Sud contre le président ATT, qu'il y a eu plus qu'un flegme, en fait, je pense, un certain laxisme qui n'a pas arrangé la situation. Donc ça, c'est un peu dommage, et dommage que alors, est-ce que la France et tous les autres pays ne devraient pas donner un coup de main aux autorités maliennes dans ce conflit? Je pense que ce n'est pas le rôle. D'ailleurs, ça a été dit clairement aussi par le ministre des Affaires étrangères malien. Ce n'est pas le rôle de la France. Oui, mais quand elle le veut, elle ne s'empêche pas d'intervenir, la France. Oui, peut-être. Elle est intervenue notamment quand des otages ont été pris à Niamey. C'était un raid ponctuel. Je ne pense pas que ce soit le rôle de pays étrangers d'intervenir militairement dans le cadre d'une rébellion interne. Non, je pense qu'en réalité, là, il y a une responsabilité du Mali de régler cela, et que toutes les puissances qui sont les amis du Mali peuvent intervenir dans le sens de la négociation, de la médiation, etc. Militairement, je pense que c'était quand même un pays souverain, et qu'on n'a pas envoyé des soldats pour régler ce genre de choses. Alors, quand je parle de l'aide de la France, ça peut être une aide logistique, militaire, stratégique, d'autant que ce conflit qui touche le nord du Mali embrase aussi la sous-région, et cette sous-région qui est quand même mal en point, mal outillée peut-être. Nous ne sommes pas là-bas justement pour le vérifier, face à l'extrémisme islamiste. Oui, mais alors justement, c'est là où se porte la contradiction que j'évoquais tout à l'heure. Le Mali, à juste titre, a montré qu'il avait des difficultés dans son nord avec la présence d'AQMI. Je ne pourrais pas le chiffrer, d'ailleurs je crois que difficilement personne ne pourrait le chiffrer, mais il y a eu quand même depuis plusieurs années une aide logistique, en matériel, en formation extrêmement importante de la part des États-Unis, de la part de la France, de la part d'autres pays. Toute cette aide a été apportée réellement, financièrement aussi. Donc on ne peut pas dire que le Mali a été délaissé. De fait, ce qui moi m'étonne un peu toujours quand même, c'est que toute cette aide n'a pas servi à attaquer AQMI, mais qu'elle ressort au moment de la rébellion. C'est un peu dommage. Je pense que cette aide aurait pu être employée beaucoup plus tôt, et que ça aurait été à la grande satisfaction de tous les pays qui avaient aidé le Mali sur ce genre de problème. Moussa Doucouré? Moi, c'est que je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que le Mali n'a jamais dit qu'il ne pourrait pas faire grand-chose par rapport à ces problèmes. Parce que ces problèmes s'est débuté depuis 1908, à la fois avec les colons
Et ces problèmes du Nord étaient toujours les problèmes majeurs dans les sous-régions du Mali. Enfin, dans les sous-régions de l'Afrique de l'Est, pardon. Et le problème, c'est pas un problème malien, c'était un problème Niger, Burkina, comme les Mali. Mais les territoires dont ils se retrouvent, c'est parce qu'il dit qu'il ne faut pas que je traite les gens de bandits. Et parce qu'on traite des bandits aujourd'hui, parce que si on continue à qualifier les Touaregs comme des rébellions, et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Mais tout simplement parce qu'un rebelle, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas revendiqué, parce que les revendications n'ont pas été justifiées. Et puis, l'aide de la France par rapport au Nord, dans le Nord, c'était un territoire qui est très vaste. C'est vrai que l'aide de la France vis-à-vis de termes logistiques et matériels, je ne dirais pas que la France n'a pas fait grand-chose. Mais tout simplement parce que quand on comparait, quand on allait, par exemple, le problème du Niger, et la France est prête à payer des millions de rançons pour récupérer un Français. Et or que c'était un territoire où c'était un sous-région tout entier qui était à la fois colonisé par la France et aujourd'hui délaissé. C'est comme ça qu'on peut qualifier. Voilà, moi j'ai dit tout simplement, à la fois parce que je ne sais pas si c'était en 1989 ou en 90, ou il nous reste je ne sais moins pas d'une quelle année, minute. que l'Union européenne a condamné le Mali pour le problème du Nord. Et à travers la voix de Bernard Kouchner. Et aujourd'hui, il me semble que l'information est mal circulée parce que on donne les moyens à la minorité qui est en train de perpétuer les crimes dans les territoires maliens. On donne les moyens de s'exprimer et d'informer. Mais on ne donne pas les moyens. Alors le problème d'ATT, ça c'était un problème interne. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à acquiser ATT? Moi j'ai dit non. Chacun d'entre nous doit prendre sa responsabilité, c'est-à-dire quel que soit le Touareg ou les négro-maliens ou les rebelles, chacun doit prendre sa responsabilité et être face à ces problèmes. Voilà, on va terminer aujourd'hui par vos propos, Moussa Doucouré, sur la situation au Mali. On y reviendra bien entendu dans ce JDA. Pierre Boilet, merci infiniment de nous avoir éclairé sur la situation dans le nord du Mali. Merci à vous qui avez appelé, laissez vos messages sur le répondeur de la radio africaine 01 55 07 58 05. Et si vous appelez de l'étranger, 00 33 1 et l'indicatif de la France. Bonne journée.